Coucou les amis. Bon ben voilà, c'est Miss Mogo. Voilà, bon juste pour donner des petites nouvelles comme ça. Tout à l'heure là, à 11h, je vais faire ma visite pour mon futur appartement. Donc c'est trop bien, je vais pouvoir enfin voir à quoi ressemble l'appartement dans lequel je vais vivre là dans un mois quoi. C'est trop bien, ça me fait un truc. Ça me fait un truc parce que bah je sais que j'ai toujours pas rangé mes affaires. J'ai toujours pas avancé niveau ménage, mais voilà, que je vais avoir mon nouvel appart et que je vais aller le voir là, qu'il va falloir que je le meuble. Enfin, ça va être trop bien. Sinon, pour ce qui est de la grossesse, bon, tout se passe toujours bien. Juste hier, quelques contractions et tout pour la matinée. Bah maintenant, ça commence à devenir un peu douloureux, quoi, mais bon, c'est pas non plus... J'ai pris un space-fond, je me suis reposée, j'ai dormi, et puis c'est passé, quoi. Pour l'instant, ça va, y a rien qui indique que je vais accoucher là dans les 5 minutes, donc tout va bien. Donc voilà, pour aujourd'hui, tout va bien, et puis je vais faire ma petite visite d'appartement, et ça va être trop bien. Voilà. Coucou. Bon, bah voilà, je viens de rentrer. C'était une journée très chargée, très éprouvante, parce que j'avais plusieurs rendez-vous dans la journée. En plus, j'avais d'autres trucs à faire importants à côté, donc c'était une longue journée. Je viens juste de rentrer. Il est 19h22, je suis rentrée il y a un quart d'heure. Et en plus de ça, mon père qui m'a laissé des messages pour m'embrouiller parce que je répondais pas au téléphone. Parce que évidemment, le jour où je suis hyper occupée et que je peux pas répondre au téléphone et que je mets mon téléphone en silencieux pour une fois, je mets mon téléphone complètement en silencieux toute la journée parce que j'ai des rendez-vous, parce que j'ai des trucs à faire, parce que je suis pas disponible, etc. Et ben là, ça essaie de m'appeler. Alors oui, ok, c'était des démarches importantes à faire et tout ça, c'est pour mon appart et tout ça, voilà. Mais là, aujourd'hui, c'était pas le bon jour. Et clairement, je pouvais pas répondre, j'étais pas disponible. Et du coup, je me suis fait embrouiller par message vocal interposé parce que je n'ai pas répondu au téléphone. Donc c'est génial. Là, je crois qu'on est pas mal. Sinon, autrement, la journée s'est plutôt bien passée. Là, sur cette fin de journée là, vu que je suis fatiguée, j'ai un peu mal au ventre. J'ai eu un petit peu de contraction là tout à l'heure. Ça se calme là, c'est bien, ça se calme. Donc ça va. Ça va, mais faut savoir que j'ai appris grâce à avec mon rendez-vous suivi là. C'était mon dernier rendez-vous, c'était le rendez-vous du 9e mois. Donc on a vérifié l'état du col, etc. Et il faut savoir que maintenant là, les contractions que j'ai pu avoir ont commencé à travailler sur le col. Donc là, il est déjà un tout petit peu ouvert. En principe, il reste 3 semaines avant l'accouchement, mais là, ça commence déjà à travailler sur le col. L'accouchement se rapproche, quoi. On voit que vraiment, ça se rapproche et qu'il reste que pas longtemps avant la naissance du petit. Donc voilà. Oh là là, je suis complètement déphasée, moi. Je suis complètement déphasée, je crois que ce soir je vais bien dormir. Donc sinon, même si journée fatigante et chargée, bonne journée quand même, parce que au final, pendant toute la journée j'étais dehors, donc au final j'étais pas enfermée chez moi et j'étais pas en train de me faire chier devant mon ordi avec Dofus et YouTube. Donc c'est parfait. Demain encore plusieurs rendez-vous à faire, mais il y en a que 2 dans la journée. Voilà quoi. Sinon à part ça, demain, ma journée devrait être un peu moins chargée qu'aujourd'hui. C'est tout. Pour les nouvelles du jour. Rendez-vous demain, du coup. Salut. Hello! Comment ça va vous? Bon, on va dire que ça va, c'est bon, je suis fatiguée quoi. Là encore aujourd'hui j'avais
2 autres rendez-vous importants. Donc un avec l'assistante sociale et un pour signer le contrat de location de mon futur appartement. Sinon, j'ai eu une discussion avec mon père. Bon, je vais pas rentrer dans les détails là parce que bon, voilà. Mais voilà quoi. En gros, c'est clair que moi, je m'exprime pas assez. Et que lui, du coup, pense que, comme je dis rien, il pense que je m'implique pas, quoi. Mais d'un autre côté, moi, je m'exprime pas non plus, ou pas assez. Du coup, ça fait que, on est chacun à attendre que l'autre se manifeste, et voilà. Enfin bref, donc du coup, un peu, voilà, hein, pas super facile, quoi, mais bon... Ce qu'il faut savoir, c'est que je m'exprime pas beaucoup, mais oui, bien sûr que je m'inquiète, et bien sûr que je m'intéresse à ma grossesse, bien sûr que mon bébé, c'est mon bébé, il est que à moi, ok. Voilà, bien sûr que je m'inquiète tous les jours, que je me pose des questions, j'angoisse énormément en réalité. Hein. Je suis constamment en train de me demander est-ce que je serai une bonne maman, est-ce que je vais faire les choses correctement, est-ce que... comment ça va se passer, que ce soit l'accouchement, est-ce que ça va bien se passer, l'après, est-ce que ça va bien se passer aussi, est-ce que je vais arriver à m'organiser, voilà quoi, je sais que je serai entourée, mais quelquefois, même en étant entourée, des fois, y a des choses qui se passent pas super bien, et moi j'ai envie que tout se passe bien en fait. J'ai envie que tout se passe bien, j'ai envie que tout soit nickel et ça me fait peur en fait parce que je me dis ça se trouve il y a plein de trucs qui vont pas aller et moi voilà quoi, ça me fait peur en fait. Bien sûr que je m'inquiète et c'est logique quand on attend son premier enfant que c'est stressant en fait. Donc voilà, j'aimerais une bonne fois pour toutes que les gens comprennent ça. Tous les jours, j'ai des angoisses, d'accord ? Que ce soit dans n'importe quel domaine. Tous les jours, j'ai des angoisses, des questions un peu toxiques qui me viennent à l'esprit, des complexes, etc., etc. Et là, la grossesse, ça arrange pas les choses parce que ça rajoute des angoisses, en fait. Forcément, par rapport à celles que j'avais déjà avant. C'est pour ça, notamment, que je bénéficie d'un suivi psychologique dans le cadre de mon suivi de grossesse. Que derrière, après l'accouchement, je vais continuer ce suivi psychologique post-naissance, quoi. Je vais continuer ça. Et une fois que ça, ce sera terminé, je vais continuer le suivi psychologique. Je vais aller voir un psychologue ou un psychiatre, voilà, pour continuer d'être suivie. Parce que je sais que si je reste avec mes angoisses et que je suis constamment en train de me dire que je suis une mauvaise mère, que je fais les choses pas bien, que de toute façon j'arrive à rien, que voilà, et que en plus je dis ça devant mon fils au quotidien et tout, au bout d'un moment lui aussi ça va l'angoisser et lui aussi en fait il va finir déprimé, ce sera mauvais pour lui en fait. Donc moi je vais continuer le suivi psychologique. Pourquoi ? Parce que je veux être bien, je veux être au mieux dans ma tête pour pouvoir m'occuper au mieux en fait de mon fils quoi. Et ça, personne ne se rend compte de ça. Personne ne se rend compte que il se passe beaucoup de choses en réalité dans ma tête et que juste, j'essaye de le cacher au maximum parce que je veux pas qu'on s'inquiète de mon état mental en fait. Donc j'essaye de cacher au maximum et de montrer le plus possible que ça va, mais en réalité ça va pas toujours hyper fort. Donc voilà, il y a plein de jours où je me suis posé plein de questions et j'étais en angoisse. Il y a des jours où j'en ai pleuré, il y a des jours où j'en ai quasiment arrêté de manger. Parmi les jours où j'ai beaucoup dormi, il y avait des jours où justement j'étais tellement angoissée que je préférais aller dormir pour éviter de penser en fait. Quand je vais pas bien, le truc c'est que ça me fatigue et du coup j'ai envie de dormir. Donc je vais dormir et puis je mange moins, voire pas du tout. Il y a eu des journées où je mangeais pas de la journée, juste un petit peu le soir. J'ai eu toute une période comme ça où je ne mangeais que le soir, le reste de la journée je mangeais pas. Comme je disais, j'ai eu des jours où j'ai pleuré parce que ça allait pas. Il y a eu notamment un jour où vraiment grosse crise de larmes.
je me posais plein de questions. Je me demandais en plus de ça si le papa serait vraiment là parce que j'avais plus de nouvelles. Il y en avait pour son déménagement avec son mec. Et moi, ben voilà quoi, ça me faisait de la peine en fait qu'ils prennent pas 5 minutes pour parler avec moi tous les jours, savoir comment ça allait, etc. Et qu'ils prennent pas une journée pour venir me voir et aller avec moi à un de mes rendez-vous par exemple. Ça me faisait de la peine en fait. Donc voilà, donc il y a eu un jour comme ça où grosse crise de larmes pendant plusieurs heures parce que bah, ça allait pas. Et ça, bah personne l'a vu. Personne l'a vu, personne l'a su. Et pourtant c'est arrivé. C'est aussi pour ça que je continue de voir mes amis. C'est que j'en ai besoin. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'aller les voir eux. Parce que ça m'apaise et parce que c'est le seul moment où je pense pas à toutes ces angoisses-là en fait. C'est le seul moment où je suis tranquille dans ma tête, où je suis apaisée, où je me détends, où je rigole. Je m'amuse en fait. Et faut savoir que si j'y vais, c'est que je me sens capable d'y aller. Et que physiquement, ça va. Pour être tout à fait honnête, pendant tout le long de la grossesse, à part les douleurs sciatiques, qu'il y a eu un peu tout le long, et puis au début, les baisses de tension, etc. Et puis là maintenant, la fatigue, parce qu'on est sur la fin de la grossesse, et puis ça tire, quoi. Mais sinon, à part ça, physiquement, mais ça va, c'est nickel, enfin, je veux dire, j'ai rien à dire. Il y a que au niveau moral que là, bah, je peux pas en dire autant. Voilà, c'est pour ça que je fais un suivi psy dans le cadre de mon suivi de grossesse et que je continue de voir mes amis. C'est que bah, ça m'aide en fait à garder le moral, tout simplement. Et je suis pas forcément à l'aise avec le fait d'exprimer mes ressentis. J'ai vraiment beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que je ressens, à expliquer. C'est un truc, j'arrive pas. Et ça, j'aimerais qu'on comprenne ça. Que oui, je ressens des choses, oui, je me pose des questions, oui, je m'inquiète, j'angoisse, mais j'ai énormément de mal à exprimer ça. À exprimer et à expliquer ce que je peux ressentir. Enfin voilà quoi, et ce qui peut se passer dans ma tête quoi. Et donc, ce qui va me faciliter la tâche, c'est que la personne en face de moi soit à l'écoute et qu'elle me pose des questions et qu'elle essaye vraiment de savoir bah, qu'est-ce qui se passe quoi dans ma tête. Si la personne en face de moi, elle s'est déjà fait son idée et qu'elle en a rien à foutre de ce que je vais lui dire et de ce que je vais lui expliquer, ou en tout cas qu'elle me le fait ressentir comme ça, forcément que je vais avoir plus de mal à faire sortir les choses et que du coup ben, la personne en face elle va se dire bon bah, ok super, elle s'est pas expliquée donc c'est que tout va bien quoi, c'est juste que voilà. Mais en fait non. Enfin si en fait la personne en face de moi ne me fait pas ressentir qu'elle est à l'écoute, ne me rassure pas, ne vient pas m'aider à exprimer en posant des questions par exemple, en me disant bah qu'est-ce qu'il y a, est-ce que tu te sens triste, est-ce que tu te sens est-ce que t'as peur, est-ce que voilà, et ben je peux pas j'arriverai pas à exprimer correctement les choses et du coup on aura toujours l'impression que qu'il se passe rien. Alors qu'en fait il se passe plein de choses. C'est aussi un élément qui fait que j'ai du mal à expliquer et à exprimer, c'est qu'il y a tellement de choses que je peux pas en fait, je peux pas sortir ça. Donc voilà, là je parle un peu à cœur ouvert. Enfin oui, tout le long de la grossesse en fait, j'ai eu énormément d'angoisse, énormément de questions. Oui, je me suis inquiétée et maintenant que la fin de la grossesse arrive, bien sûr que je continue de m'inquiéter et d'angoisser et que je continue de me poser des questions. Enfin, voilà quoi, je me dis l'accouchement il approche, mon bébé il va arriver bientôt, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Est-ce que je vais savoir m'en occuper ? Est-ce qu'il va être bien ? Est-ce que je vais savoir faire, est-ce que je vais savoir lui donner à manger correctement ? Est-ce que je vais savoir détecter un petit peu quels sont ses besoins ? Est-ce que je vais sentir ça ? Est-ce que je vais le détecter correctement ? Est-ce que émotionnellement parlant, il va être bien ? Est-ce qu'il va être heureux en fait ?
Est-ce que moi je vais pas l'angoisser avec toutes mes angoisses à moi? Est-ce que je vais pas lui transmettre ce côté angoissé que j'ai moi et le côté un peu... Est-ce que je vais pas le rendre dépressif en fait? Par rapport à ça, le fait que mon père pense que je m'inquiète pas et que je suis pas impliquée et que si c'est pour que l'enfant soit malheureux, il préfère avoir sa garde plutôt que de me le laisser et qu'il soit malheureux. Je sais pas s'il se rend compte que moi, ça me fait énormément de peine en fait. J'ai l'impression que dès le début, d'emblée en fait, il part du principe que je serais une mauvaise mère. Et ça me fait de la peine en fait, parce que ça veut dire qu'il me fait pas confiance. Je sais pas s'il se rend compte que ça me fait de la peine en fait. Devant mon père, j'arrive pas à exprimer tout ça quoi. Et moi j'aimerais qu'il se rende compte que ça me fait de la peine, qu'il pense que je m'inquiète pas et tout ça. Et que oui, je m'inquiète, oui j'angoisse, oui je me pose des questions. Et oui et oui, j'ai besoin plus que jamais d'être en fait rassurée et soutenue. Plus que d'être rabaissée, enfoncée et tout le tralala là. En me disant ça, tout ce que ça fait, c'est que ça alimente mes angoisses, c'est tout. Enfin, il pense en me disant que oui, on a l'impression que tu t'inquiètes pas, etc. Il pense que ça va me faire un électrochoc et que je vais réagir et que voilà. Mais en fait non, ça m'angoisse encore plus en fait. Et moi j'ai besoin qu'il soit là en soutien et qu'il me dise que ça va bien se passer, que ça va aller, plutôt qu'il m'enfonce en me disant que je m'inquiète pas quoi. Alors que c'est exactement le contraire. Donc voilà pour les nouvelles du jour. Physiquement, ça va, je suis fatiguée, j'ai mal au nerf sciatique, mais ça va. Et au niveau moral, du coup, aujourd'hui je me sens triste, du coup. Parce que je m'aperçois que j'ai une partie de ma famille qui n'a pas confiance en moi, qui pense que je vais rendre malheureux mon fils et que je m'inquiète pas, que je m'implique pas, etc. Et du coup, ça me rend vraiment triste en fait. Donc, rendez-vous demain. Coucou. Et voilà, c'est les petites nouvelles du jour. Aujourd'hui, journée complètement chill. J'ai rien foutu. Je suis juste restée chez moi, j'étais sur l'ordi. Et voilà, quand je me suis reposée, j'ai rien fichu. J'ai juste joué, regardé des vidéos. Donc voilà, physiquement, ça va toujours. Physiquement, ça va toujours. Voilà, juste la fatigue. Enfin, voilà quoi, c'est les trucs de d'habitude quoi. Donc bon, rien de spécial finalement à dire. Niveau moral aujourd'hui, ça allait. Mis à part le fait que j'aurais bien voulu voir mes potes un petit peu, tu vois. Autrement, non, niveau moral, ça allait aujourd'hui. Donc tant mieux. Donc je pense que je ne referai pas de petits points avant lundi, sachant que lundi je m'installe chez mon papa, donc comme ça au moins je vous ferai un petit point quand je me serai installée. En attendant, demain et puis pendant le week-end, je pense que je referai pas de petits points, parce que vu que c'est toujours un peu la même chose et qu'en plus je serai occupée pendant ces jours-là et tout, je pense que voilà. Donc sur ce, bonne soirée et bonne nuit, enfin voilà quoi, bref. Et puis à lundi, voilà. Salut, voilà, je parle pas trop fort parce que j'ai mes sœurs qui dorment à côté. Mais voilà, c'était juste pour donner des petites nouvelles, voilà, dire que ça va. On se rapproche, mais ouais, ça va, physiquement ça va. Et puis je me suis installée chez mon papa, ça y est, donc voilà. Juste comme d'habitude fatiguée quoi, mais bon, c'est comme ça, c'est normal. Et voilà, et c'est tout.
Pour l'instant tout se passe bien, pour l'instant il n'y a pas de signe comme quoi ça va arriver tout de suite. Donc sur ce je reste pas trop longtemps parce que comme je disais j'ai mes soeurs qui dorment à côté donc il faut pas que je parle par là quoi. Donc demain ou un autre jour je sais pas pour le petit bilan comme d'habitude. Hello. Voilà, en direct encore une fois de chez mon papa, puisque je ne suis plus chez moi pour l'instant. Donc voilà, comme d'habitude, pour donner des petites nouvelles, voilà quoi. Physiquement ça va, enfin, c'est les mêmes choses que d'habitude, donc toujours la fatigue, toujours les douleurs au nerf sciatique. J'ai mal, je suis irradiée tout le temps partout, enfin c'est... H24 j'ai mal, donc et H24 je suis fatiguée. Bah là je me suis relevée il y a à peu près 1 heure quoi. Donc bon, donc voilà pour le petit bilan au niveau physique. Donc à part ça, sinon, physiquement ça va, hein, enfin, je veux dire, voilà, je suis pas non plus clouée au lit, par terre, enfin voilà quoi. Par contre niveau moral, je dirais pas que ça va pas, mais aujourd'hui on va dire que j'ai eu plein de questions qui me sont arrivées dans la tête, surtout que déjà de base j'ai, pour des raisons personnelles, que j'ai pas trop le moral, une petite peine de cœur qui n'arrange pas les choses, n'est-ce pas? Mais autrement, j'ai plein de questions et d'angoisses concernant notamment la présence du papa du bébé. Je me demande par rapport à ça s'il sera là ou pas, s'il sera vraiment là ou pas pour l'accouchement et l'après. Et puis bien sûr, j'ai quelques angoisses concernant l'après-accouchement justement, parce que je sais que l'après-accouchement a des conséquences sur le corps, aussi bien physiquement que psychologiquement, mentalement, enfin voilà quoi. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc il y a toutes les conséquences physiques, hein, voilà. Après l'accouchement, il y a une chute d'hormones et des saignements, et qui sont normaux, parce que on vient d'accoucher d'un bébé, il y a le placenta qui est parti, et aussi, et c'est un des trucs qui me fait un peu peur aussi, c'est aussi dû au fait que comme le placenta est parti, du coup à la place dans l'utérus on a une plaie, un trou en fait, à la place du placenta, de la taille du placenta. Et ça me fait un petit peu peur en fait de savoir que en fait quand j'aurai accouché, à la place de mon placenta il y aura un gros trou. Enfin je sais que c'est normal, mais ça me fait peur parce que je me dis c'est quand même une grosse plaie. Est-ce que ça va faire mal? Est-ce que ça va vite se résorber? Est-ce que... Enfin voilà quoi. Bon, je sais que je me fais peur pour rien, mais ça c'est le genre de détail qui... Voilà, dans ma tête ça fait... Attention, alerte, il va y avoir un trou. J'ai une angoisse par rapport à ça, je me dis mais je vais avoir une plaie dans mon ventre? C'est quoi ce bordel? Enfin voilà quoi. La perte de libido aussi, qui va... Voilà, ça c'est des conséquences physiques, mais ça, bon, c'est normal, il y a une chute d'hormones, donc forcément que ça impacte sur tout le... voilà. Et puis l'impact physique le plus évident, c'est bien évidemment la fatigue, l'épuisement, tout ça. Et puis ensuite il y a toutes les conséquences psychologiques. Et ça par contre ça me fait vraiment peur, parce que dans les conséquences psychologiques, toutes les conséquences psychologiques du type baby blues, et ça le baby blues c'est un passage obligé, c'est un truc normal. Mais voilà, c'est angoissant de savoir que le fait d'accoucher ça va provoquer un sentiment de j'en peux plus, j'ai l'impression que voilà, tu vois. Et c'est dû à en fait le baby blues en soi il est dû à la chute d'hormones aussi, hein. T'as le blues, t'es fatigué, tu t'en peux plus, tu te dis mais est-ce que je vais y arriver, etc. Enfin voilà quoi, c'est normal, c'est dû à la chute d'hormones en fait. En théorie ça dure à peu près 2-3 jours, enfin c'est pas très long.
Le problème, et c'est ça qui m'angoisse le plus, c'est que ça peut se prolonger. Et qu'à partir du moment où ça se prolonge, c'est plus le baby blues. C'est une dépression postpartum. Et là, moi, j'ai peur de ça parce que je sais que comme j'angoisse déjà beaucoup, que j'ai eu beaucoup d'épisodes dépressifs, etc. dans ma vie, je sais que je vais douiller en fait. Et que y a des chances que je fasse ce genre de choses. Que j'en arrive à ce point-là. Alors ça veut pas dire que c'est sûr, mais j'ai plus de risques, je trouve. Et donc ça m'angoisse parce que j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation et de pas pouvoir m'occuper de mon fils à cause de ça. Donc aujourd'hui, beaucoup de questions et beaucoup d'angoisses qui me viennent à l'esprit. Alors heureusement, c'est pas tous les jours. Heureusement, mon cerveau me laisse tranquille des fois. Mais là aujourd'hui, bah voilà, c'est un peu compliqué de faire sortir ça de ma tête. Du coup voilà, puis en plus bah, y a le fait que l'accouchement approche à grands pas, qu'il me reste vraiment que quelques jours, qu'on est déjà le 28 février, et que donc en soi, en principe, il me reste que 9 jours avant l'accouchement. En soi voilà, il me reste que très peu de temps en fait avant le terme. Et donc l'accouchement qui arrive à grands pas, même si j'ai toutes les affaires, bah j'ai tous les papiers qu'il faut, voilà, j'ai tout de près, à peu près. Mais la question c'est, est-ce que moi, dans ma tête, je suis prête à ça? Je sais pas, je sais pas. Mais il va falloir en passer par là, parce que voilà, il faut bien qu'il sorte à un moment, hein, aussi, ce petit bébé. Hein. Il peut pas rester indéfiniment dans mon ventre, quoi. Et je pense que ce serait insupportable, en fait. Même si en principe il reste 9 jours encore, je sais pas exactement à quel moment il va arriver, si ça se trouve c'est dans 5 minutes. Dans 5 minutes, je vais vouloir aller faire pipi. Et puis... Ah merde, j'ai perdu les os. C'est une angoisse aussi de pas savoir exactement à quel moment ça va arriver. Et de savoir que ça peut arriver à tout moment. Ça va être... Parce que j'ai aussi peur que, par exemple, que tout se déchire en fait. J'ai peur que tout se déchire et que... Voilà, alors c'est élastique, c'est fait pour... Mais j'ai quand même peur que tout se déchire et que je puisse plus jamais retrouver... J'ai peur en fait que physiquement, voilà, je retrouve pas ce que j'avais avant grossesse. Alors c'est sûr que ce sera un petit peu différent, mais j'ai peur que voilà, que ça guérisse pas bien, enfin voilà quoi. Comme quoi, hein, je me pose vraiment des questions sur tout. On n'arrête pas de me dire mais te pose pas de questions là-dessus, arrête de t'angoisser pour rien, gna gna gna. On n'arrête pas de me dire ça, mais voilà, c'est des questions quand même qui me viennent en tête malgré tout. Des angoisses qui me viennent en tête malgré tout, et avec lesquelles je dois composer tous les jours. Voilà, donc c'est con, hein, mais voilà, c'est comme ça. Bon, sur ce, je vais arrêter là de parler parce que je parle beaucoup trop, encore une fois. Voilà, comme d'habitude, hein, je vous tiens au courant de toute façon. J'essaierai de faire des petits bilans, voilà quoi, jusqu'à la fin. En attendant, voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois pour le prochain bilan. Et puis bonne journée, bonne soirée, je sais pas quoi, bon après-midi, enfin, comme vous voulez. Bon, une bonne fois pour toutes. Bye. Ok les gars, juste petite vidéo vite fait. Donc aujourd'hui c'était censé être un bilan comme les autres, mais là j'ai l'impression que ça y est. Donc ouais, ça coule depuis tout à l'heure. Là j'ai un peu mal. Donc on va aller vite prévenir mon père et on va vite, enfin voilà quoi, on va pas paniquer, on va y aller. Du coup je vais arrêter là parce qu'il faut pas que je perde trop de temps non plus, hein. Donc voilà, on se retrouve à la maternité, voilà. Salut.
Bah voilà les gars, en direct de la maternité. Donc oui, hier c'était pas une fausse alerte. Hein. Voilà, ça y est, mon fils est arrivé. Bon, pour ce qui est de l'accouchement, du coup, je vous expliquerai un peu plus tard parce que là, je peux pas trop parler longtemps. Voilà, parce qu'il fait dodo. Et puis même, je pense que voilà que je ferai un topo en sortant de la maternité, du coup. Voilà, enfin, autrement, pour l'instant, physiquement, bah, ça va. Juste, ça tire sur le ventre, c'est normal. Ça tire sur le périnée, c'est normal. Mais sinon, ça va. Physiquement, juste fatiguée. Et moralement, pour l'instant, ça va aussi. J'ai pas plus d'angoisse que ça pour l'instant, mais voilà. Voilà, donc en attendant, je vais m'arrêter là, du coup. Et comme je disais, pour l'accouchement, bah, je vous expliquerai à un autre moment, parce que là, bon, bah... Voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine, et voilà. Bisous. Et salut. Je sais que j'ai mis du temps à la faire, cette dernière partie, parce que là, mon fils va déjà avoir 5 mois bientôt. Mais je vous avais promis une explication, donc je vais vous la donner. Voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc, en ce qui concerne l'accouchement, comme vous avez pu voir précédemment dans la vidéo, le 1er mars au final, c'était pas des conneries. Alors, j'ai commencé à perdre les os en gros vers les 16h45, 17h. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je suis allée juste faire pipi tout simplement. J'avais mon téléphone avec moi, je l'avais posé sur l'étagère derrière moi et en voulant me retourner pour le prendre, j'ai senti un plouc dans mon ventre. Et juste après, j'ai senti du liquide couler. Alors du coup, je savais pas trop si c'était ça, si c'était que vraiment je commençais à perdre les os, ou si c'était tout simplement que j'avais pas fini de faire pipi, parce que ça m'arrivait souvent sur la fin de la grossesse. Donc du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment le début de la perte des os, ou est-ce que juste j'avais pas fini de faire pipi? Du coup, au départ, je n'osais plus trop me lever des toilettes. Je me disais, mais si jamais, imagine si je me lève et ça coule d'un coup, enfin, je me trempais partout, enfin, ça va être chaud.
Du coup, je suis restée bloquée sur les toilettes pendant un petit moment, puis après je me suis décidée, je me suis relevée, j'ai vu que ça coulait plus, donc du coup je me suis rhabillée, je suis descendue. Voilà quoi, j'ai pris le temps de prendre un goûter, en même temps je parle à ma maman pour lui demander, en fait la perte des os, est-ce que c'est pas forcément franc ou... Et là elle me répond, non, de temps en temps, enfin des fois ça peut arriver que ça fasse petit à petit quoi. Et là je me suis dit, ah! Et donc... la finalité, c'est qu'on a appelé l'ambulance parce qu'au final, quand je me suis relevée de mon goûter, ça a recommencé à couler. Du coup, je suis retournée aux toilettes et tout pour que ça coule dans les toilettes et pas sur moi. J'ai prévenu le papa de mon fils quand même que j'allais à la maternité. Voilà, je me suis dit, même s'il peut pas se déplacer, au pire, au moins il sait. Et au final, il s'est déplacé. Il a fait 2 heures de route pour me rejoindre à l'hôpital. Voilà, pour être avec moi pour l'accouchement. Donc il s'est déplacé, il était là, donc j'étais contente. Donc l'accouchement au final s'est passé, ça a été hyper efficace, hyper rapide. Voilà, entre le moment où j'ai commencé à perdre les os et le moment où mon fils est sorti, il s'est passé 4 heures, c'est tout. Et donc quand je dis que ça a été super efficace, enfin voilà quoi, entre le moment où j'ai commencé à perdre les os et le moment où l'ambulance a été appelée et qu'elle est arrivée, j'avais des contractions de plus en plus fortes et de plus en plus rapproché. Ensuite, le temps du trajet en ambulance jusqu'à l'hôpital, ça s'était bien intensifié et bien rapproché. Je crois qu'il y avait peut-être plus que 2-3 minutes entre chaque contraction. Et après, une fois arrivée à l'hôpital et tout, je commençais déjà à avoir des contractions bien douloureuses et rapprochées. Et vraiment, j'avais de plus en plus envie de pousser en fait. Donc arrivé à l'hôpital, on m'installe dans une pièce, on met les électrodes et tout, nanana, pour le monitoring, etc. Normalement, il y a 20-30 minutes de monitoring. Et en fait, il n'arrêtait pas de bouger, mais je pense qu'il était déjà en train de descendre en fait. Mais du coup, il ne pouvait pas bien mesurer les battements de cœur de mon fils avec le monitoring. Donc il pensait à me prolonger le temps de monitoring. Sauf que moi, plus ça allait et plus je me tordais de douleur au moment des contractions parce que ça faisait de plus en plus mal en fait. En plus, c'était une étudiante sage-femme qui s'occupait de moi, donc elle voulait vraiment suivre le protocole et tout, nanana. Et au bout d'un moment, en fait, elle a fini par aller chercher quand même ses collègues. Donc il y a des sages-femmes qui sont entrées, qui sont venues m'examiner, nanana. Et là, la sage-femme qui m'examine, qui me demande, mais en fait, madame, est-ce que vous avez envie de pousser à chaque contraction? Et là, je lui dis, oui. Donc quand je lui ai répondu, elle me dit, c'est normal, en fait, vous êtes déjà à 10 cm. Dans ma tête, ça a fait qu'un tour, je me suis dit, ah ouais, d'accord, je suis déjà au max. Elle a commencé à m'emmener et tout, elle me disait, là, l'idée, c'est qu'on va en salle de travail et on y va, quoi. Et là, j'étais, mais du coup, et là, elle me répond, non, pas de péridurale, là, c'est trop tard, là, on peut plus, il n'y a plus le temps. Donc moi qui ne savais pas trop quoi faire par rapport à la péridurale et tout, là, du coup, j'avais plus le choix. J'étais obligée d'accoucher sans péridurale, puisque du coup, il n'y avait plus le temps de la poser. Donc là, direction salle de travail hyper rapidement, vite dans le fauteuil, à moitié à poil, la chemise de nuit de l'hôpital à moitié qui descend des épaules, pas attachée, gna gna gna. J'étais vraiment, mais la dignité, elle était partie en vacances. Elle était partie aux Bahamas, vraiment. Donc direction salle de travail hyper rapidement et tout. On m'installe, nanana. Et en fait, juste avant que vraiment on commence à me faire pousser, à coucher, nanana. Donc le papa de mon fils qui arrivait juste à temps. Et donc il rentre dans la salle et tout, et il était avec moi pour accoucher. Donc je lui ai tenu la main, j'ai dû pousser pendant genre 30 minutes. Et le problème, c'est que mes contractions ont été tellement efficaces que le cœur de mon fils, il a pas aimé du tout. Donc il commence à ralentir. Donc il a fallu l'aider en fait à sortir plus vite. On a dû avoir recours à la ventouse pour qu'il sorte plus vite. Mais au final, aucune séquelle, pas de traces, voilà quoi. Aucune séquelle de ça. Voilà, au final, ça s'est super bien passé. Quand il est enfin sorti, j'ai senti le soulagement. Et juste après, j'ai entendu mon fils pousser son premier cri. Juste après, tout de suite. Dans la seconde où il était sorti, il poussait son premier cri en fait. Donc mon fils est né à 20h41, à 3 kg 120. Et je l'ai su après, mais en fait, il faisait 50 cm. Donc je suis restée 2 heures avec lui sur moi, etc. avant qu'il soit emmené avec le papa pour qu'il soit habillé. Pendant ces 2 heures, j'étais en observation. Très régulièrement, il y avait une sage-femme qui passait
pour vérifier les saignements et pour prendre ma tension. Donc j'ai mis du temps à être transférée en chambre. Mais au final, ils ont trouvé une chambre double où la maman qui était là, c'était la seule place qui restait et elle a eu la gentillesse d'accepter que je vienne dans la chambre en fait pour la nuit, le temps qu'on me trouve une autre place en fait. Et alors là, ça a été le début des péripéties, vraiment, de post-accouchement. Déjà, premièrement, protocole oblige, le fait d'être en chambre double au début, j'ai dû me faire tester Covid. Et au final, il s'est avéré que j'étais positive au Covid, donc j'ai rechopé le Covid. Donc obligée d'être avec le masque, même dans la chambre. Ensuite, j'avais tout un lot de désagréments, notamment hémorroïdes. J'avais mal à mes points de suture, parce que j'ai eu des points de suture. J'ai eu une petite déchirure du périnée. Donc j'avais mal en fait au niveau des points, enfin voilà quoi, normal, j'osais même pas m'appuyer en fait, j'osais même pas m'asseoir, m'appuyer, tousser, éternuer, j'osais pas en fait. Derrière, bon bah j'ai eu, vu que j'ai choisi en fait d'allaiter, donc derrière j'avais la montée de lait en plus. Et donc la montée de lait, bon bah ça provoque des poussées de fièvre aussi, donc le Covid plus ça, bah j'avais des poussées de fièvre par rapport aux deux trucs, donc j'étais pas bien du tout les 3 premiers jours. En plus de ça, à J2, j'ai fait mon baby blues. Dès que mon fils dormait, le soir, je pleurais pendant 1 heure au moins, en me disant mais en fait, je vais jamais y arriver. Imagine il se passe ci, imagine il y a ça. Et voilà quoi, ça, émotionnellement parlant, ça allait pas du tout non plus. Hein. Du coup, avec le Covid, j'ai dû rester 7 jours en isolement complet. Donc interdiction, moi, de sortir de la chambre même pour aller prendre l'air. Et le personnel, quand il y avait du personnel qui rentrait dans la chambre, masque obligatoire pour moi, etc. Enfin voilà quoi. Et bien sûr, ils avaient toute la tenue, la panoplie complète pour rentrer dans ma chambre parce que j'étais Covid. Donc pendant 1 semaine, ça a été ça. Donc ça fait partie des lots de désagréments. Mais derrière, en fait, j'ai eu d'autres problèmes de santé. Je me suis aperçue que malgré le fait que le Covid se soit passé, que j'avais plus de symptômes, j'avais plus la montée de lait, donc normalement ça aurait dû se calmer en fait, et ben j'avais toujours des poussées de fièvre et en fait je faisais des poussées de fièvre jusqu'à quasiment 40 et donc j'ai fini par en parler au personnel et au final une nuit comme ça j'ai commencé à faire une grosse poussée de fièvre, j'avais froid et tout nanana, donc j'appelle et là on me prend la température, j'étais à quasi 40 encore, donc là il a fallu appeler l'interne qui était de garde pour m'examiner. On m'a posé un cathéter sur le poignet au cas où on aurait besoin de me faire une perfusion d'antibio. On m'a fait une prise de sang, on m'a fait un test PCR pour la grippe. On m'a palpé le ventre, les jambes et au final pour apprendre que j'avais la mononucléose. Donc c'est génial, je me tape ça alors que je viens d'accoucher, c'est génial, on adore. Mais au final, ça m'a pas. Je pouvais toujours allaiter, je pouvais toujours m'occuper de mon fils, mais dans les moments de grosses poussées de fièvre, pour me mettre debout et aller lui changer sa couche, par exemple, c'était très compliqué. Après, donc, au bout de 18 jours de maternité, j'ai enfin pu rentrer à la maison chez mon papa. Et en fait, en rentrant de la maternité, en rentrant chez mon père, et ça, c'est un des problèmes santé majeurs que j'ai eu. En fait, mon fils a été très perturbé et quand on est arrivé chez mon père, en fait, il était tellement perturbé, mon fils, que je n'avais pas le temps de prendre des vrais repas. J'avais pas le temps de manger. J'avais pas le temps de me laver, j'avais pas le temps de boire, j'avais le temps de rien faire en fait. J'étais H24 sollicitée par mon fils. Donc j'étais dans un cercle vicieux en fait. Je commençais à produire moins et moins nourrissant parce que je pouvais pas manger. Et lui, il demandait toujours plus. Donc je pouvais plus nourrir correctement mon fils, il avait perdu 50 grammes. Et donc il a fallu que j'achète du lait maternisé exprès pour lui faire des petits compléments de lait parce que sinon en fait déjà de 1 il fallait qu'il reprenne du poids et puis de 2 il avait pas assez à manger en fait, donc il fallait que je fasse quelque chose et en fait avec ce problème là de produire moins etc parce que je pouvais pas manger, il avait pris cette habitude en fait quand il était à mon sein droit. Il avait pris cette habitude de me pincer le téton. Bon, alors déjà, premièrement, je vais m'excuser en fait parce que dans la première partie de la vidéo, je vous expliquais en gros ce qui s'était passé après l'accouchement. Il y a une grande partie de la vidéo qui n'est
plus là en fait. Et donc je continue avec mon ordi. Je disais donc, avant d'être coupée, que Noah, malgré la reprise normale de la lactation, avait gardé cette habitude-là de pincer le téton hyper fort. Et donc ça me faisait très très mal. J'avais des crevasses à moitié qui commençaient à apparaître sur le téton, donc ça me faisait très très mal. Et donc, je n'arrivais plus à le mettre aussi régulièrement sur le sein droit. Parce que ça me faisait trop mal. Donc, je le mettais plus souvent sur le sein gauche que sur le sein droit. Ce qui a été une erreur, puisque le sein droit, du coup, s'est engorgé. Quand j'ai commencé à m'en apercevoir et que j'ai essayé de remettre plus souvent Noah sur ce sein-là, j'avais quand même trop mal en fait, donc je pouvais pas le laisser aussi longtemps que ce que j'aurais voulu dessus. Du coup, voilà, ça a continué de s'engorger en fait, ça a continué de durcir. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire une infection, à faire une mastite au niveau du sein droit. C'est-à-dire que en fait, au début, c'était que sur le côté extérieur là que ça me faisait vraiment mal et que c'était vraiment devenu dur. Et au fur et à mesure, ça a pris tout le dessous du sein avec. Et sur la fin, ça commençait même à durcir ici. Donc voilà, donc au fur et à mesure, mon sein commençait à devenir de plus en plus induré, de plus en plus rouge. De plus en plus gros aussi parce qu'il a enflé, il a au moins triplé, voire plus de volume, tellement il avait enflé. Sur la fin, c'était même limite violet. J'avais des grosses vergetures sur tout le sein qui étaient très 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 violettes, presque noires, tellement la peau était étirée en fait. Et en fait, ce que j'avais essayé, en plus de le mettre au sein pour essayer de drainer le lait, ce que j'avais essayé c'était d'utiliser le tire-lait électrique qu'on m'avait prescrit, sauf qu'en fait, comme j'avais déjà mal, et l'utilisation du tire-lait ne m'a pas du tout aidée parce que en fait j'étais un petit peu entre guillemets traumatisée du tire-lait parce que j'avais peur d'avoir mal et j'avais peur que le truc aspire tout mon sein, alors que en soi non. En soi, en réalité, la sensation du tire-lait sur le sein, concrètement, c'est à peu près ce qu'on ressent quand le bébé tète. C'est juste que là, c'est fait par une machine et pas par le bébé. Mais en soi, la sensation, en réalité, c'est la même chose que quand bébé tète. C'est juste que là, vu que mon sein me faisait très très mal, je supportais pas le tire-lait dessus. Et d'ailleurs, en fait, ça me faisait tellement mal que je ne supportais rien dessus. Je supportais pas la brassière, je supportais pas de ne pas avoir de brassière non plus, parce que la sensation du t-shirt sur mon sein, je la supportais pas non plus. Je supportais pas d'avoir mon sein à l'air libre, parce que comme il était super lourd, du coup ça tirait. Et donc, ça faisait super mal. Je supportais pas d'avoir Noah au sein, du coup. Je supportais pas même qu'il effleure, ne serait-ce que effleurer en fait le sein avec sa main. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, comme le lait ne sortait pas ou pas très bien, du coup, il s'énervait dessus, donc il appuyait. Et donc là, il me faisait super mal. Et j'ai appris après que en fait cette infection-là, j'aurais pu en mourir parce qu'en fait, j'avais développé un énorme abcès dans le sein qui prenait donc tout le côté là et le dessous. Donc c'était un abcès énorme qui faisait au moins 10 ou 11 cm. C'est ce que les médecins m'ont dit. Et donc cet abcès-là aurait pu tout simplement éclater à tout moment tellement il était énorme. Notamment donc quand Noah appuyait sur le sein pour essayer de faire sortir le lait, ça aurait pu faire éclater l'abcès et provoquer une septicémie en fait. Heureusement ça ne s'est pas produit, sinon je ne serais plus là pour raconter cette histoire. Et donc voilà, je continuais d'avoir mal, je continuais de voir mon sein enfler et c'était de pire en pire et le lait sortait de moins en moins. Alors au début quand ça commençait à être induré, j'arrivais à sortir 40 ml et ça me soulageait énormément, notamment ici. Là j'étais beaucoup plus souple du coup, mais ça ne désengorgeait pas le reste. Donc c'était un peu embêtant parce que en fait une fois que là c'était vidé, ça coulait plus en fait, le reste était bouché.
parce que justement j'avais déjà cet abcès qui appuyait sur les glandes et les canaux et qui ne permettait pas au lait de sortir. Mais ça je le savais pas. Sur la fin, j'arrivais à sortir que 5 ml et tout ça sur le même temps. C'est-à-dire que je faisais du tire-lait sur 15 minutes. Pour moi, c'était pas normal de sortir aussi peu de lait en autant de temps. Je me disais que c'était pas possible, qu'il y avait forcément quelque chose qui bouchait et qui empêchait le lait de sortir. Et puis de toute façon, en fait, les personnes de la PMI qui me suivaient voyaient bien qu'il y avait un problème en fait. Et donc la puéricultrice spécialiste en lactation de la PMI qui me suivait m'a expressément conseillé en fait de me rendre aux urgences en fait, tout simplement parce que effectivement c'était pas normal et que je souffrais de trop et qu'elle avait peur qu'il y ait un abcès, etc., etc. Et donc je suis effectivement allée aux urgences avec mon père. Mon père qui ne manquait pas de me rappeler que c'était de ma faute si j'en étais là parce que si j'avais écouté tous les spécialistes qu'on avait vus au début, du coup peut-être que j'en serais pas là. Parce qu'effectivement, il y a la puéricultrice de la PMI qui me suivait, qui m'a dit qu'il fallait que je draine mon lait avec le tire-lait. Les TISF que je voyais me disaient la même chose. La puéricultrice spécialiste en lactation m'a dit la même chose. On avait même pris rendez-vous avec un médecin spécialiste en lactation qui m'avait prescrit un antibiotique ainsi que des antidouleurs pour soulager la douleur et qui m'avait dit qu'il fallait tirer mon lait pour drainer et désengorger le sein. Et donc là, mon père se plaignait parce qu'on allait aux urgences et qu'aux urgences, ils allaient probablement me dire la même chose et que ça l'énervait parce que, en fait, il avait l'impression de faire tout ça pour rien. Sauf que, en arrivant aux urgences, il y a quelqu'un qui m'a pris en charge, qui a commencé à me faire une échographie pour voir ce qui se passait en fait dans le sein. Et là, elle m'a dit qu'elle allait faire vérifier ça avec la gynéco de garde. On a attendu parce qu'elle pensait avoir vu effectivement un souci. Mais elle voulait être sûre de ce qu'elle avait observé, donc elle a attendu que la gynéco de garde se libère. À l'échographie, on voyait elle m'a dit que ça faisait au moins 5-6 cm. Elle m'a avoué plus tard qu'on voyait peut-être même plutôt 8 cm. Et du coup, on m'a expliqué qu'il fallait m'opérer d'urgence parce que là, c'était pas possible, je pouvais pas rester comme ça. Il y avait trop de risques. Et on m'a expliqué que l'abcès avait en plus de ça formé une coque. Et que c'était pour ça que les antibiotiques que j'avais pris depuis le début ne fonctionnaient pas. C'est que la coque empêchait le passage des antibiotiques et empêchait que ça guérisse en fait. J'ai dû expliquer ça à mon père, qui a bien dû se rendre compte qu'en fin de compte on n'est pas venu là pour rien et que ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça, puisque comme je l'ai dit, j'aurais pu mourir. L'abcès était tellement énorme que s'il avait explosé, s'il avait éclaté en fait, j'aurais fait une septicémie et je serais morte en fait. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, au moment où je me suis fait opérer, normalement, j'aurais dû aller visiter un centre parental et y être admise dans les jours qui suivaient. Sauf que vu que j'avais énormément de fièvre tout le temps, j'étais tout le temps sous antidouleur, j'étais sous antibiotiques et j'ai dû me faire opérer, et bien du coup, on a décalé d'une semaine la visite et l'installation au centre parental. Une semaine après mon opération, donc j'ai visité le centre parental. Il a fallu que je me décide extrêmement rapidement si j'acceptais
d'intégrer le centre parental ou pas. Et, ma mère étant là, elle m'a conseillé de tester. Et si jamais je me sens vraiment pas bien là-bas, j'arrête. Et donc j'ai accepté, je suis rentrée dans ce centre parental, j'ai été admise. J'ai passé 9 mois et demi dans ce centre parental, au lieu des 6 qui étaient prévus au départ. Du coup, au bout des 3 mois supplémentaires, là, effectivement, j'ai revu mon inspectrice, qui m'a expliqué que là, au bout de 9 mois, j'avais avancé, mais pas autant que ce qui était espéré, que le centre parental était arrivé au bout de ce qu'il pouvait m'apporter, que c'était pas suffisant malgré un étayage constant, et qu'il fallait que je travaille sur mes propres problèmes de mon côté, et que Noah aille en famille d'accueil provisoirement. Évidemment, cette annonce-là m'a anéantie. Je pouvais pas imaginer de vivre sans mon fils alors que ça faisait quasiment 1 an que j'étais avec lui non-stop. C'était pas envisageable pour moi. C'était pas une option, mais finalement il a fallu que je prenne une décision. C'était soit j'acceptais, et là on mettait en place un accueil provisoire dans une famille d'accueil où Noah se sentirait bien et où on s'occuperait bien de lui, etc. Où il pourrait se développer correctement. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 1 mois qu'il est en famille d'accueil et que je suis partie du centre parental, puisque du coup c'était ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'il allait partir en famille d'accueil, et moi, une fois qu'il était plus là, le suivi au centre parental s'arrêtait. Et donc, à ce que j'explique, vous devinez que j'ai choisi la première option, c'est-à-dire d'accepter l'accueil provisoire. La deuxième option, c'était de refuser, ce qui était mon droit, sauf que là, l'inspectrice aurait été dans l'obligation de saisir le procureur de la République et le juge pour enfants. Et là, la décision n'était plus de son ressort, c'est-à-dire qu'en fait, je risquais de rentrer dans des procédures judiciaires pour décider si Noah devait être placé ou pas. J'étais quasi sûre, à 99%, que le placement aurait été décidé, et là, ça aurait été judiciaire, donc beaucoup plus compliqué. Et je voulais pas ça en fait. Je voulais pas m'engager dans ce genre de procédure, je voulais pas perdre mon énergie là-dedans, alors que je pourrais l'utiliser à autre chose. Donc j'ai choisi effectivement d'accepter l'accueil provisoire, parce que je me disais que c'était une meilleure option. Donc au jour d'aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'il est en famille d'accueil, à peu près. Ça fait à peu près 15 jours que j'ai commencé les visites. J'en suis déjà à ma 3e. Hier, le 1er mars, c'était l'anniversaire de Noah. Ça y est, il a 1 an. Et j'ai pu le voir hier pour son anniversaire. J'avais fait la demande et elle a été acceptée. Ils se sont arrangés pour que ça puisse se faire. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. Noah se développe bien. Il mange très bien. La famille d'accueil lui fait ses repas complètement. Il n'y a plus de petits pots tout près. C'est eux qui cuisinent ses repas. Ils ont un chien que Noah arrive à approcher. Et il a même commencé à manger des petits morceaux, des tout petits morceaux, ce qu'il ne faisait pas avant avec moi. Il continue les séances kiné et orthophoniste et ça se passe très bien. Voilà, que dire de plus? Pour l'instant il est heureux, ça se passe bien pour lui et c'est ce qui compte. Et moi je suis contente que ça se passe bien pour lui et que ça se passe bien avec la famille d'accueil. J'ai vu que la femme du couple, parce que c'est juste un couple en fait tout seul, ils ont que Noah en charge. Et donc c'est exactement ce qu'il a besoin. Donc ça me rassure en fait. Parce qu'il a besoin de beaucoup d'attention au final. Et malheureusement, moi je pouvais pas lui offrir toute cette attention à 100%, 24 heures sur 24, c'était pas possible pour moi. Et donc le fait que il n'ait que Noah en charge et qu'il soit 100% du coup pour lui, ça me rassure parce que je sais qu'il a toute l'attention dont il a besoin. Même si au début j'avais du mal à concevoir qu'on vivrait plus tous les deux, je prends conscience qu'en fait c'est un mal pour un bien et que ça me permet de me recentrer sur moi et d'être plus sereine, même si c'est pas toujours facile. J'expliquerai dans une prochaine vidéo tout ce qui s'est passé depuis ces 1 an,
les vraies raisons pour lesquelles Noah est allé en famille d'accueil, parce que là je vous ai donné une partie des raisons, mais il n'y a pas tout, j'ai pas tout dit. Donc là j'en ai fini pour aujourd'hui. Voilà, c'était l'histoire de ma grossesse, ma fin de grossesse, mon accouchement, l'après-accouchement. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée.